C'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois Gilles Sadje, qui est fondateur de Lucas, et Nicolas Pironneau, qui est fondateur et CEO d'une entreprise qui s'appelle Paye et RH Solutions. Alors il y a quelqu'un qui a un logiciel qui doit être allumé, qui fait du bruit derrière. Non? Nicolas? J'entends. Euh, non, je regarde, non. Non? Il n'y a pas une boîte mail qui arrive ou avec du son qui sort? J'avais un son qui provenait. Bon, c'est bon. Je vais laisser vous présenter. On va peut-être commencer par Nicolas. Euh, Nicolas Pironneau, j'ai 52 ans. Je viens du monde de l'expertise comptable et en 2004, j'ai choisi d'en sortir pour créer PRH Solutions avec mon associé euh, pour traiter, je dirais d'une manière très professionnelle, une mission qui était traitée un peu par défaut par les experts comptables, qui est cette mission de paye, l'externalisation de la paye et tous les services associés. Et depuis, PRH Solutions se développe avec sérénité et un rythme intéressant, en essayant de trouver des réponses à chaque situation de nos clients. Gilles. Donc moi, je suis Gilles Sadje, j'ai 58 ans. Je viens du même monde que Nicolas, le monde des experts comptables. J'ai été auditeur pendant 10 ans, puis directeur financier. Et en 2002, j'ai créé Lucas, qui édite des solutions en ligne pour automatiser les processus administratifs et RH. Alors, on peut dire aussi qu'on fait un SIRH en ligne, même si le SIRH est souvent connoté négativement. Nous, on préfère dire qu'un logiciel de gestion n'est pas nécessairement gris, moche et triste. Et nos clients sont du même avis, puisque donc actuellement, nous avons autour de 4000 clients, 600 000 utilisateurs finaux. Lucas compte environ 220 personnes et connaît une belle croissance. Enfin, en tout cas, en 2019, a connu une très belle croissance de 46%. Elle sera un petit peu moins élevée cette année pour les raisons que vous imaginez. Et on espère redémarrer plus fort l'année prochaine. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, revenir sur cette crise sanitaire, notamment sur le sujet de la paye. Il y a pas mal de DRH qui ont relancé en fait le sujet de l'externalisation de la paye, puisque certains se sont retrouvés un peu piégés par notamment le confinement. Qu'est-ce qui se passe en fait si mon gestionnaire paye ne peut pas venir traiter la paye au bureau? Qu'est-ce qui se passe s'il est absent? Comment je gère ma paye? Et donc tout ça relance le débat en interne dans certaines entreprises sur doit-on externaliser la paye? Qu'est-ce que tu en penses, Gilles? Alors moi, je préfère donner la parole à Nicolas, qui lui est bien mieux placé que moi pour parler d'externalisation. Après, moi, je pourrais évoquer je peux dire deux mots sur la partie SIRH. C'est sûr que le Covid a mis en avant les vertus d'un SIRH dans le cloud, puisque c'est beaucoup plus compatible avec le télétravail, mais ce n'était pas exactement ta question, donc je laisse Nicolas y répondre. Oui, la crise sanitaire a effectivement réveillé une démarche qui était quand même engagée ces derniers temps. En 2019, on a quand même eu 11 changements réglementaires significatifs dans la paye. Donc, la démarche était engagée. Je pense qu'elle a été accélérée par la crise du Covid. Effectivement, le premier point, c'était le fait de ne plus avoir sous la main cette fonction qui est souvent précieuse dans l'entreprise, très encadrée, très proche de la direction. Et puis, avec des outils qui n'étaient pas adaptés au télétravail. Ensuite, on a vu qu'il y avait une grosse difficulté pour l'entreprise à bien maîtriser et comprendre tous les dispositifs liés à l'activité partielle, l'application en paye, l'adaptation de l'outil de paye à ces mesures qui a été extrêmement complexe. On a quand même des mesures qui ont changé du jour au lendemain. On a eu des mesures qui ont des décrets d'application 3-4 mois plus tard. Ça a été vraiment une situation très très particulière autour de cette fonction et qui a complètement accru la réflexion et développé la réflexion des services RH
pour essayer de complètement sécuriser cette partie-là. On a été effectivement bien aidé par les SIRH qui ont su s'adapter et traiter ces périodes d'activité partielle dans leur système de manière efficace. Donc certains ont été bien plus réactifs que d'autres à ce niveau-là. Ça a permis d'avoir une information exploitable, mais vraiment le traitement en paye de l'activité partielle a été une énorme difficulté technique. Et ça a été, je pense, le principal moteur, on le voit dans les échanges qu'on a avec nos prospects et nouveaux clients. Ça a été vraiment le moteur et le déclenchement de cette réflexion, ainsi qu'effectivement ne plus avoir accès à tous les outils qui permettaient de garantir la stabilité de la paye. Surtout quand tu vois tous les changements qu'il y a eu concernant l'activité partielle en l'espace de 3-4 semaines. Ça a été surréaliste, et ça continue encore, hein, puisque si je prends par exemple la prise en compte des heures supplémentaires dans l'activité partielle, ça a été validé par un décret début octobre, alors que c'est une mesure qui a été annoncée en avril. Donc il a fallu prendre des options, il a fallu accompagner nos clients, il a fallu nettoyer l'actualité. Il y avait tellement de cas particuliers. Donc ça a été un travail d'accompagnement de tous les jours, la mise en place d'une cellule de crise pour analyser avec nos juristes, avec nos paramétreurs et mettre en application derrière. Donc on a eu effectivement beaucoup de mal à imaginer une entreprise gérer seule cette problématique générale. Oui, parce que le point important que tu viens de soulever, tu as dit avec nos juristes. Effectivement, un gestionnaire paye n'est pas un juriste. Donc il n'est pas forcément apte à interpréter une loi. Oui, ce sont des profils totalement différents. Effectivement, les juristes viennent parfaitement compléter notre mission. Et dans ce cas-là, ils ont trouvé encore plus leur place et leur pertinence. Ça a été un travail d'analyse des textes, mais au jour le jour. Ça a été non-stop. Essayer de comprendre ce que le gouvernement a voulu édicter. Est-ce que telle ou telle entreprise rentre dans ce champ d'application? Donc ça a été un travail de tous les instants. Et derrière, convertir tout ça en paramétrage et en application dans les logiciels de paye, qui n'étaient pas du tout prévus pour ça, pour certains. Hein. Et on le voit aujourd'hui, pour les entreprises qui se rapprochent de nous, c'est une vraie catastrophe en matière de traitement de l'activité partielle en paye. Ouais. Alors j'imagine que Gilles, toi, tu as aussi connu ça, parce qu'il y a eu aussi des modifications importantes des plafonds horaires. Il y a surtout eu, au niveau SIRH, l'impact majeur a surtout concerné le suivi du chômage partiel, en fait. Ouais. Puisque vous vous rappelez, donc assez rapidement, le gouvernement a réagi et au bout d'une semaine ou deux, les entreprises ont mis en place des processus de chômage partiel. Et donc, on s'est rendu compte, nous, que notre outil de gestion des congés absents était tout à fait adapté à cette problématique-là. Et avait même pour avantage de pouvoir sécuriser le fait que les salariés étaient bien en chômage partiel quand ils étaient déclarés comme tels par les entreprises pour donc anticiper d'éventuels contrôles. Donc on a pas mal communiqué là-dessus et nos clients ont largement utilisé donc cette partie-là de notre outil de gestion des congés FIGO pour gérer le chômage partiel. Et accessoirement, le télétravail aussi, qui s'est largement développé. Ouais. Alors, avant de faire le choix d'externaliser, on va revenir un peu sur les différents modes de gestion possibles. Tu as écrit un livre blanc qui s'appelle « Comment bien gérer sa paye ». Là, vous retrouvez le lien dans le chat. Je vous ai mis le lien vers ce livre blanc que vous pourrez télécharger. On va revenir sur 3 schémas. Le premier, en fait, concerne ici. Premier schéma de fonctionnement. Est-ce que tu peux nous commenter un peu ces modes de fonctionnement? Oui, alors d'abord, pourquoi j'ai écrit ce livre blanc sur comment bien gérer sa paye? Parce que je me suis rendu compte que bien qu'ayant été auditeur pendant 10 ans, directeur financier quelques années, puis PDG d'une boîte qui fait des SIRH, il y avait un flou sur les différents modes de gestion de la paye. Je ne comprenais pas très bien les différences. En fait, il y a 3 grands modes de gestion de la paye qui sont on la fait soi-même, on l'externalise totalement ou on l'externalise partiellement. On parle aussi de paye accompagnée. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Il faut rentrer un petit peu dans les détails pour bien comprendre les différences
concrète entre ces trois modes. Donc, j'ai écrit ce livre blanc dans cet objectif-là. Et donc là, sur ce schéma-là, je décris donc les quatre grands aspects de la production d'une paye, avec sur la gauche les données structurelles qu'on met à jour, on va dire 1 à 2 fois par an, en tout cas pas de façon régulière, moins d'une fois par mois, qui sont le paramétrage initial et puis tout ce qui est relatif à la veille légale et conventionnelle, et tout ce qui est la mise à jour des cotisations, du paramétrage. Nicolas, tu me corriges si je me trompe, bien entendu. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus récurrente, qu'on fait tous les mois, sans exception. Donc, les nouveaux salariés, les salariés qui s'en vont, le changement de leur RIB, de leur adresse, puis tout ce qu'on appelle les éléments variables de paye. C'est des choses plus ou moins complexes à réaliser. Créer un nouveau salarié, c'est plus difficile que indiquer qu'un salarié a été augmenté. Ensuite, l'élément central, c'est donc c'est le calcul de la paye. Donc, généralement, c'est un logiciel. Je ne pense pas qu'on calcule encore des payes à la main. Et ensuite, il y a les livrables avec 4 livrables principaux qui sont donc vers les organismes sociaux, les déclarations, tout ce qui est cash, le paiement aux salariés et aux organismes sociaux, tout ce qui est écriture comptable et enfin le bulletin de paye. Donc, ça, ce schéma, quand on fait sa paye soi-même, on fait tout ça. On doit tout faire avec un logiciel que l'on a acheté ou qui est en ligne. Alors, il y a un petit bémol. Généralement, quand on achète un logiciel de paye ou quand il est en ligne, la partie qui est en haut à gauche, données structurelles, est souvent prise en charge par l'éditeur du logiciel de paye ou l'éditeur du logiciel SaaS. Mais tout le reste est de sa responsabilité. C'est ce que je n'avais pas bien saisi au début. On est tout seul. Et si on fait une bêtise, on n'a personne à incriminer. Et donc, ça demande, ce mode de fonctionnement, ça demande d'avoir un professionnel sur site avec tous les problèmes que ça impose. Ensuite, le deuxième mode de gestion, c'est le contraire. C'est on délègue tout à quelqu'un comme Nicolas. Alors, on va voir qu'il y a différentes manières d'externaliser. Mais là, le point clé, c'est comment je transmets les informations à mon prestataire de paye. Et c'est ici qu'apparaît la fameuse fiche navette qui permet, qui est remis par le prestataire, enfin, on va dire dans le mode traditionnel de l'externalisation. Le prestataire vous dit, voilà, vous devez me donner cette information. Et concrètement, c'est l'information que le prestataire de paye ne peut pas inventer. C'est quels sont les nouveaux salariés et puis quelles sont les heures supplémentaires, les congés qui ont été pris, les changements de RIB, etc. Et donc, ça passe par une fiche navette. Et ensuite, le mode intermédiaire, donc paye accompagnée, paye externalisée, il y a plusieurs manières d'en parler. La logique là, c'est que le prestataire va vous déléguer une partie des tâches qu'il faisait, ce qui lui permet de baisser son coût et de vous faire faire en gros les tâches qui n'ont pas besoin d'une grande expertise métier et que vous faites mieux que lui. Et souvent pour faire ça, alors un des points clés, c'est vous qui allez créer les salariés par exemple. C'est vous qui allez saisir directement certaines informations. Ça peut être vous qui déclenchez les écritures de paye, les virements, qui déclenchez à proprement parler la paye. Et là, un des points clés par rapport au mode précédent, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle un portail, donc qui permet plus facilement donc aux clients du prestataire notamment de créer un salarié. Et ça, on en parlera tout à l'heure des différents acteurs. Mais si on évoque Silae, qui est une société assez connue, l'une de leurs forces a été de mettre à disposition des clients un portail qui leur permettait facilement de saisir ces informations et donc d'éviter cette tâche très chronophage aux experts comptables. Voilà, donc là j'ai balayé les 3 modes de gestion avec ce qui les différencie. Est-ce que tu es d'accord, Nicolas, sur mon… Oui, très clair. Oui, tout à fait en phase. Alors, Nicolas, du coup, pour revenir au sujet de l'externalisation de la paye, comment on choisit un partenaire et quels sont les points d'attention pour le RH? Aujourd'hui, je pense qu'il est absolument indispensable d'avoir des engagements très forts auprès du prestataire
vers laquelle l'entreprise se tourne. La première chose, c'est que l'externalisation, c'est essentiellement un report de risque. On l'a évoqué tout à l'heure, une fonction sensible que j'ai en interne, je décide de l'externaliser, je reporte le risque. Ça nécessite un engagement sans faille sur la production d'une paye juste. Donc ça paraît anodin, mais malheureusement, aujourd'hui, la paye n'est pas forcément juste. Et qui dit juste, ça veut dire garantir à l'entreprise de ne pas verser trop de cotisations aux organismes sociaux. Malheureusement, c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises versent trop, par une mauvaise maîtrise de certains allègements de cotisations, ce genre de choses, versent trop de cotisations aux organismes sociaux. Donc il y a vraiment cette idée d'un engagement ferme sur une paye juste et certifiée. Le second point, moi personnellement, je considère que ça reste un métier d'expert. Donc si on reporte le risque, derrière, il faut qu'il y ait une vraie expertise. Nous, on traite des dossiers de 1 à 5500 salariés. Donc, c'est pas du tout le même métier qu'on fait en fonction de ces typologies d'entreprise. Ça veut dire qu'on s'adapte à chaque contexte. On n'a jamais une configuration identique. On n'a jamais un contexte de règles de paye identiques. Et donc, derrière, il faut délivrer une expertise, il faut de sur-mesure. Donc, il faut qu'il y ait un engagement fort à ce niveau-là, je pense, et en termes d'accompagnement, pour garantir, là aussi, justement, une sécurisation du périmètre de cette gestion sociale. Ensuite, tout ce que vient de décrire Gilles me semble essentiel aujourd'hui. Nous, on avait toujours comme principe, avant de pénétrer le monde des SIRH, on avait toujours comme principe d'essayer d'éviter à nos clients de saisir une donnée plus d'une fois. On s'est aperçu que nombre d'anomalies en paye venaient d'une mauvaise exploitation des données, que ce soit les données du salarié ou les données mensuelles de paye. Des échanges non sécurisés, alors la fiche navette et tous ces trucs-là, créer des zones de risque. Aujourd'hui, il faut pouvoir garantir que l'information qui part de chez le client est parfaitement comprise et intégrée en tant que telle dans le système. C'est pour ça que la digitalisation des données, pour moi, c'est un facteur essentiel aujourd'hui. Alors, beaucoup de produits le proposent, plus ou moins bien, ou alors, par l'utilisation du système, on crée sa propre digitalisation. Nous, on considère que il faut vraiment apporter une garantie de sécurité à ce niveau-là et une parfaite intégration des données. Pour éviter les erreurs de ressaisie, notamment des fiches navette. Il ne faut pas de ressaisie. Alors, il y a un point important également, c'est la notion d'engagement contractuel. Moi, par expérience, je sais qu'une solution SaaS classique va reposer sur des engagements de moyens dans les contrats, alors qu'un contrat d'externalisation va reposer sur des obligations contractuelles beaucoup plus fermes, engageantes, et souvent le prestataire a même un contrat d'assurance. C'est très clair, on est sur un engagement de résultat et effectivement, on est couvert par une vraie responsabilité professionnelle qui est dédiée à notre métier, donc qui encadre bien cette prestation, effectivement, de restituer une paye juste en temps et en heure. Puisque ça aussi, c'est important. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette garantie de réactivité. Et puis on le sent hein, dans les relations qu'on a, les discussions qu'on a avec nos prospects ou nos nouveaux clients, ils recherchent, notamment après cette crise Covid, ils recherchent à avoir une équipe dédiée, une relation pérenne, personnalisée, et pas forcément des consultants informatiques, mais vraiment des experts paye derrière. Donc il y a une vraie difficulté aujourd'hui autour de cette fonction-là. Et nous, notre principe, c'est garantir une totale imbrication, une totale réponse à ces besoins de l'entreprise. Alors, il y a un paradoxe. Hein. Souvent, le DRH va être tenté par l'externalisation, mais l'externalisation, ça peut être un projet compliqué à mener en interne parce qu'on a potentiellement déjà une équipe d'administration du personnel, des gestionnaires paye qui sont en place. Et il faut accompagner ce changement, leur expliquer le projet, et puis expliquer au RRH que potentiellement, il va perdre une certaine maîtrise des données,
comment on amène ça de façon transparente et comment on garantit finalement à la fonction RH qu'elle n'est pas complètement déshabillée de ses données d'administration du personnel? Il y a deux solutions. La première, effectivement, Gilles parlait tout à l'heure des solutions de paye accompagnées. Ça peut être des solutions de transition. C'est-à-dire qu'effectivement, on déploie tout le système, mais derrière, l'entreprise va continuer à faire ses payes le temps d'une transition qui va amener à l'externalisation. Ça, c'est des solutions qu'on déploie régulièrement. Et puis l'autre solution, c'est effectivement le SIRH, déployer un SIRH et permettre à l'entreprise de ne plus évoluer que dans le SIRH pour que la paye soit en fait, je dirais, une conséquence presque naturelle de la bonne utilisation d'un SIRH. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on le voit aujourd'hui. On doit être imbriqué interfacé de manière à ce que nos clients n'aient plus qu'à évoluer, c'est ce qu'on a développé avec Lucas notamment, n'aient plus qu'à évoluer dans les outils RH. Et donc, il y a une vraie plus-value apportée par les outils RH et les différents modules proposés aujourd'hui qui vont permettre de convertir en fait la gestion de la paye en une gestion administrative pertinente et au service de l'entreprise. Et la paye derrière, ça va être juste une conséquence de cette bonne administration-là. Donc, il y a une conversion qui se fait et qui est vraiment intéressante en plus pour le gestionnaire de paye. Alors, Gilles, on va revenir sur un schéma du livre blanc qui explique peut-être. Qui montre comment on passe d'une logique de portail à une logique de SIRH. Il faut bien comprendre la différence. Et le portail, c'est l'interface avec une entreprise du point de vue du prestataire de paye. Lui, il veut une information sous forme digitale pour produire sa paye. C'est une feuille de saisie numérique, en fait. Voilà. Alors, ça peut être… Voilà. En gros, tu saisis le nombre de jours de congé ou les dates de congé des salariés. Tu saisis le nom des collaborateurs qui viennent d'arriver dans la société. Mais les congés, c'est le fruit d'un processus. L'arrivée, c'est la demande de congé. L'arrivée d'un salarié, c'est le fruit d'un processus de recrutement, de onboarding. Et il se trouve que les SIRH gèrent ces processus. Donc, à un moment donné, il y a une incompatibilité entre une logique purement portail, où on veut juste l'information, et une logique SIRH, où on gère le processus. Et en fait, le SIRH a ceci de plus fort que le portail, c'est qu'il capte l'information nécessaire à la paye dès son origine. Dès qu'on a signé le contrat de travail avec un collaborateur, c'est-à-dire plusieurs mois avant son arrivée, on a déjà l'information concernant le collaborateur dans le SIRH. L'information sur les congés, sur les heures supplémentaires, on les a dès le départ. Donc l'enjeu, ça va être de faire parler le SIRH avec le système de paye. Et cet enjeu est encore plus délicat quand vous externalisez votre paye, puisque le système de paye n'est pas sous votre contrôle. Et c'est là où l'approche mise en œuvre par Paye RH est très intéressante. Moi, j'ai baptisé ça l'externalisation étendue, c'est-à-dire que Paye RH et un certain nombre de prestataires de paye ont pris conscience de cet enjeu et considèrent que la récupération des informations qui sont dans le SIRH n'est pas de la responsabilité du client, mais leur propre responsabilité. Et ça, c'est d'autant plus facile que vous connaissez le SIRH utilisé par le client. Donc, ça change pas mal la relation. Ce n'est plus le problème du client que les informations se retrouvent dans la paye. C'est la promesse du prestataire de paye qui dit les informations, une fois que c'est dans le SIRH, vous n'avez pas à les ressaisir. Et donc, ce schéma montre qu'en effet, toutes les informations dont on a besoin pour faire une paye, sans exception, à part les informations réglementaires, mais qui sont là de la responsabilité exclusive du prestataire, toutes les autres informations sont dans le SIRH si vous avez les modules qui conviennent dans votre SIRH. Et ça va même jusqu'à fermer la boucle, puisqu'une fois que la paye a été produite, vous pouvez très bien avoir un produit de type coffre-fort électronique. Chez nous, il s'appelle Paga, qui permet donc de faire remonter l'information dans le SIRH, ce qui fait que vous, en tant que client, à la limite, vous n'allez jamais dans le logiciel de paye. Vous ne le connaissez même pas. À la limite,
vous n'avez pas besoin de le connaître. Ce que vous attendez du logiciel de paye, c'est sa production. Donc voilà, donc c'est une nouvelle, à mon avis, c'est une nouvelle manière de pratiquer le métier de prestataire de paye, où on n'est pas simplement un juriste, un expert métier, mais en même temps, on est un expert du SIRH. C'est un métier qui va devenir de plus en plus complexe et donc de plus en plus intéressant, à mon avis. Et puis, moi, ce que j'y vois, c'est surtout un gain de productivité global pour la fonction RH, parce qu'aujourd'hui, quand on utilise, par exemple, une fiche navette, le gestionnaire doit collecter toutes les informations auprès de ses collègues, hein, auprès du responsable recrutement, auprès du gestionnaire rémunération, etc., pour ensuite aller ressaisir des informations intégralement. Alors que dans une connexion directement intégrée entre SIRH et paye, c'est le responsable recrutement qui va saisir l'information et cette information va directement aller alimenter la paye. Donc, on évite une ressaisie au niveau de la fonction RH. Vous avez raison, mais alors il faut quand même préciser une chose, c'est que il y a tout de même besoin d'une personne, d'un expert pour faire le lien entre la paye et le SIRH. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ce sont deux logiques différentes et il est difficile d'intégrer à 100% une paye et un SIRH. Il va toujours y avoir des cas de figure tordus d'un salarié qui est en temps plein, qui passe en temps partiel, Oui. qui change de société, etc. Voilà. Et ça, si on veut intégrer ça à 100%, ça devient une usine à gaz informatique qui n'est souhaitable par personne. Donc là, il faut quelqu'un qui prenne la responsabilité de dire, OK, cette information-là, elle ne sera pas traitée automatiquement, elle sera traitée à la main. Ça, on peut pas s'en passer dans l'état actuel de la technologie, en tout cas. Ça reste vraiment à la marge, mais effectivement, il peut y avoir quelques petits traitements annexes. Mais aujourd'hui, pour le cœur du sujet, ça fonctionne remarquablement bien. Dès l'entrée du salarié dans l'entreprise, par les process de onboarding aujourd'hui, on a directement l'information en paye. Le salarié va changer son RIB, il n'a pas besoin de le transmettre à l'administration RH dans l'entreprise, c'est automatiquement intégré en paye, récupéré en paye. Un salarié est malade, son manager va aller mettre son absence sur le planning, Figo en l'occurrence avec Lucas. On est tout de suite alerté en paye. Derrière, on processe toute la partie sécurité sociale, donc avec une grande réactivité. Un salarié s'en va, on est informé, on est alerté côté paye. Et derrière, on fait le solde de tout compte. Donc, on est vraiment dans cette mécanique en temps réel, très efficace, sans déperdition d'informations, et qui nous permet d'avoir encore plus de réactivité et encore plus de justesse, puisque l'information, elle est propre, elle n'est pas polluée par des transferts ou par des intermédiaires. Alors finalement, on a peut-être intérêt à acquérir une solution globale, c'est-à-dire une solution qui fait le recrutement, la paye, la gestion des temps, sans aller chercher un expert SIRH, un expert paye. Excellente question. Excellente question. Et en effet, on peut penser qu'en théorie, puisqu'on a parlé là de la nécessité de l'intégration entre un SIRH et une paye, autant prendre un SIRH et une paye qui sont nativement intégrés. Effectivement, il y a des offres comme ça sur le marché. Alors moi, je pense que c'est un idéal théorique et que dans la pratique, cette solution ne marche pas bien et qu'elle offre finalement plus d'inconvénients que d'avantages. Alors, je vais expliquer pourquoi, même si je suis forcément d'un avis biaisé puisque j'ai dit un SIRH. Mais je connais un peu le sujet, donc j'ai quelques éléments à avancer. Le point fondamental qu'il faut comprendre et qui explique pourquoi c'est difficile d'intégrer, c'est une sorte de problème d'impédance. C'est-à-dire qu'une paye, c'est un processus ponctuel qu'on fait une fois par mois, 2 fois par mois dans certains pays, et qui a une logique rétrospective. On regarde ce qui s'est passé et on le prend en compte dans la paye. Alors qu'un SIRH, on est dans une logique dynamique. Il n'y a pas un moment du mois où on utilise son SIRH, on l'utilise tout le temps, et on est plutôt dans une logique prospective. On fait des demandes de congés dans le futur, on recrute quelqu'un qui arrivera dans le futur, son onboarding, on le prépare à l'avance, etc. Donc déjà, c'est deux logiques qui sont très différentes, ponctuelles, rétrospectives et dynamiques et prospectives.
Il y a une deuxième différence très importante, au moins aussi importante, c'est qu'une paye, c'est utilisé par des professionnels qui sont en nombre limité, avec des impératifs de sécurité, de rigueur juridique très importante. Alors qu'un SIRH, ce n'est pas utilisé par des professionnels. Un SIRH, c'est utilisé par toute la société. Et donc, avec des impératifs là qui sont plutôt ergonomiques, de facilité d'accès. Donc, là aussi, deux logiques très différentes. Et enfin, il faut bien comprendre qu'une paye, c'est national. Ça n'existe pas un logiciel de paye international. Enfin, il y en a peut-être un ou deux, mais disons qu'on sait que ça ne marche pas très bien. Enfin, ça ne marche pas très bien. Ouais, et puis on le voit, hein, les éditeurs qui sont présents en France, en Angleterre, etc., le sont par rachat de logiciels dans chaque pays, hein. Voilà. Parce que c'est extrêmement dur de faire un logiciel de paye qui couvre tous les pays. Alors que ce n'est pas du tout difficile de faire un SIRH qui soit international. Donc, tous ces éléments font que finalement, les offres intégrées, pour les raisons que je viens d'évoquer, sont pas tout à fait, enfin, on va dire, offrent, à mon avis, plus d'inconvénients que d'avantages. Donc ta logique, c'est de dire que le métier du SIRH et le métier de la paye, le postulat, c'est déjà que c'est des métiers différents et donc des experts différents. Il y a trois métiers. Ouais. Le SIRH, la paye logiciel et la paye service. Nicolas, il fait de la paye service. Le métier d'éditeur de logiciel de paye, c'est encore un métier différent. Et le métier des SIRH, c'est un troisième métier. Oui, c'est pas organisé de la même façon. En général, chez les éditeurs, tu as beaucoup moins d'experts juridiques que chez un prestataire de service, par exemple, où tu vas avoir une équipe de juristes dédiés aux différentes problématiques de façon à pouvoir répondre aux questions de tes clients. Et puis, tu disais, une notion technologique qui est importante et qu'il faut soulever, c'est que finalement, un logiciel de paye, c'est un super calculateur. Un SIRH, ça permet de gérer des flux, des processus, des workflows. Exactement. Donc, on n'est pas du tout dans la même logique technologique. C'est pas la même culture. Une boîte qui fait un logiciel de paye n'a pas la même culture, n'a pas les mêmes développeurs, n'a pas la même. Elle a moins de designers, par exemple. Nous, on a énormément de designers. Le look and feel est extrêmement important puisque les gens ne sont pas formés. Quand tu fais un logiciel de paye, voilà, ça peut être un peu rugueux. L'important, c'est que ça marche et que ça marche bien et les gens sont habitués, même si ce n'est pas très ergonomique, ce n'est pas gênant, ils sont formés pour ça. Donc, ça fait des… Et puis, on voit bien les éditeurs, les éditeurs qui sont on va dire, les plus en avant sur le marché sont plutôt des éditeurs spécialisés que des éditeurs généralistes. Même si je ne peux pas faire que des amis en disant ça. Ah bah tiens, parle-nous un peu du marché et donne-nous ton avis sur ce qui est proposé aujourd'hui. Alors oui, en restant gentil, je vais parler de mes concurrents, mais en même temps, c'est un sujet que je connais assez bien et puis je les respecte tous, donc c'est ça qui est important. Mais on peut balayer un peu le marché en essayant de voir comment ils se positionnent sur cette problématique d'intégration qu'on a évoquée. Est-ce qu'ils sont plutôt intégrés ou est-ce qu'ils sont plutôt spécialisés paye ou SIRH? On peut commencer par Payfit, qui est une société assez intéressante parce qu'elle est très visible, en tout cas dans certains milieux, dans le milieu de la French Tech, comme on dit. Donc, c'est une société qui a repris un modèle américain, une boîte qui s'appelait Gusto. Donc, ils ont repris leur modèle. Gusto, c'est une société américaine qui faisait la paye plutôt pour les petites boîtes et avec quelques modules de RH. Là où je pense que Payfit a fait une erreur stratégique, en tout cas au début, c'est qu'ils ont repris le modèle de Gusto en France, qui déjà en soi un premier défi, parce que la paye française est infiniment plus complexe que la paye américaine. Mais en plus, ils se sont rajoutés d'autres handicaps, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire pour toutes les tailles de société, pour tous les secteurs d'activité, pour plusieurs pays, et en rajoutant tous les modules RH. Donc, ça faisait beaucoup. Pour moi, c'est même impossible. Et donc, ils ont baissé un peu leurs ambitions et là, ils se sont repositionnés sur, on va dire, les TPE et sur la paye avec quelques modules RH. Mais ils sont confrontés ils ont deux obstacles encore à franchir. Le premier obstacle, c'est qu'ils jouent un peu sur une ambiguïté entre le fait d'être un
un éditeur de logiciel qui met à disposition un logiciel ou un prestataire de paye. Et en fait, il y a une petite ambiguïté là-dessus, puisqu'ils vont chercher leurs clients auprès des experts, des clients des experts comptables, qui, eux, là, se positionnent vraiment en prestataire. Et donc, ils facturent un prix au bulletin qui est le prix d'un prestataire, qui doit être autour de 20 euros, 25 euros. Donc, Payfit arrive avec une offre qui est moins chère, mais qui n'est pas une offre de prestation, qui est plus une offre de mise à disposition d'un logiciel. Et Payfit n'assume pas la responsabilité de la paye, comme on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, qui, lui, prend un engagement de résultat. Donc, ça, c'est le premier obstacle pour Payfit. Il va falloir qu'ils arrivent à gérer ça. Et puis, le deuxième, c'est qu'il y a un monstre en phase 2, c'est la société Silae, qui, elle, a eu une stratégie à l'opposé de celle de Payfit. Ils se sont focalisés juste sur un secteur de marché, qui est donc les TPE via les experts comptables. Et ils ont délivré magnifiquement. Ils étaient sous le radar longtemps, mais ils ont pris le marché. Donc, ils ont fait quelque chose d'assez impressionnant. Se pose maintenant la question de quelle va être leur stratégie, d'autant plus qu'ils ont été rachetés il y a peu de temps. Donc, alors voilà, donc on sait qu'ils veulent monter en taille de société, parce que pour l'instant, ils sont un peu collés avec le marché des experts comptables. Donc, on les voit adresser le marché des sociétés 500 personnes et plus. Et là, donc, en fait, ils ont trois possibilités. Soit partir à l'international, ce qui me paraît difficile pour une société qui est vraiment très franco-française. Soit attaquer le marché des grosses sociétés en paye, mais là, il leur faut une offre SIRH, parce qu'autant sur les petites sociétés, il n'y a pas vrai. On peut se passer dans la SIRH autant à partir de 200. Si on n'a pas une solution SIRH, c'est difficile pour un éditeur de paye. Mais donc là, il va falloir qu'il fasse un SIRH avec les problèmes de culture qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est vraiment une société qui est très spécialisée paye. Et puis, il y aurait une stratégie possible qui, pour moi, serait assez intéressante pour eux, c'est plutôt d'aller dans le domaine de la compta et d'avoir une offre de compta, parce que sur le marché, il n'y a pas d'offre de compta vraiment très performante. Et eux, ils sont déjà chez les experts comptables. Donc là, ils auraient un boulevard. Et c'est vrai que moi, je préférerais qu'ils aillent dans le domaine de la compta que d'avoir à me battre contre eux dans le domaine du SIRH. Enfin, ça serait dommage pour eux, quoi. Alors, il y a une question de Géraldine qui dit ce n'est pas ADP le leader du marché. Non, en fait, sur ce segment, ce n'est pas ADP le leader du marché. Sur le segment expert comptable, TPE, on va dire jusqu'à 200, 300 payes, le leader du marché, c'est Silae. Ensuite, on a des acteurs comme Payfit. Et puis, je vais en citer un troisième parce que c'est toujours mieux par trois. On va ensuite avoir un acteur comme Rue de la Paye, par exemple, qui sont positionnés exactement sur le même segment. Alors, après, en taille de marché, on peut. Alors, il y a aussi Nibelis qui est. Il y a aussi Nibelis. Nibelis qui ont une offre intégrée, mais là qui illustre assez bien ce que je disais aussi. Avec ils sont plutôt. Quand on a une offre paye et SIRH, on n'a pas le choix. Il faut investir plus sur la paye parce que vous êtes attendu sur la paye. Là, vous n'avez pas le droit de vous planter. Parce que la paye, elle est juste ou elle n'est pas juste, quoi. Et puis, elle sort ou elle ne sort pas. Tandis qu'un SIRH, on peut prétendre avoir un SIRH, alors que le SIRH, il ne marche pas très bien, il est quasi inutilisable, mais bon. Et souvent, on voit que donc, chez Nibelis, ce n'est pas leur faire injure que de dire, je pense que leur SIRH n'est peut-être pas exactement au même niveau de qualité que leur paye. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils doivent allouer leurs ressources. Je rappelle que c'est ton avis, hein, Gilles. Bien sûr, ça n'engage que moi, et ce sont des concurrents, donc à vous après, à vous de vous faire votre avis, évidemment. Hein. Donc, la question qui m'intéresse réellement, c'est, on voit là sur ce marché SIRH, toi tu as dit, bah tiens, si là ils ont 3 options, mais la 4e option, ça pourrait être de racheter Lucas, par exemple. Oui, c'est une option. Puisque aujourd'hui, il y a énormément de rapprochements. Il y a beaucoup de payes qui rachètent des SIRH, des SIRH qui développent leur paye ou qui en rachètent. Donc, tu as quand même un resserrement du marché
et beaucoup d'actions de fusion, de rachat. Ouais. Alors, le rachat, effectivement, c'est très pratiqué par certains acteurs. Alors là, je ne vais encore pas me faire forcément des amis, mais euh, il y a deux acteurs traditionnels qui sont Sage et Cegid, qui sont des acteurs bien implantés, ce sont des grosses sociétés, très grosses sociétés, même beaucoup plus grosses que celles dont on parle, mais qui sont en phase de perte de part de marché, très, très clairement, hein, puisque Sage avait une position vraiment très quasi monopolistique sur le marché de la paie. Ils se font tailler des croupières par notamment Silae. Et ce sont des éditeurs qui, il faut bien le dire, ont perdu une certaine capacité d'innovation et une capacité de créer des nouveaux logiciels. Contrairement aux autres acteurs dont on a parlé, qui créent des nouveaux logiciels, des nouveaux modules. Et donc, effectivement, on voit chez certains éditeurs qui ont acquis une grosse surface financière, plutôt que de créer et d'innover, ils achètent. Donc, ils rachètent des petits acteurs. Et souvent, ce sont des rachats qui sont assez peu concluants parce que on a des problèmes de compatibilité technologique, on a des problèmes d'intégration. Et donc, ces logiques de rachat sont souvent, pour moi, un signe un peu de perte de créativité de certains éditeurs. Alors après, ça peut être des grandes manœuvres, comme effectivement, il faut voir si Silae a été racheté donc par un fonds qui, quelque temps avant, avait racheté Cegid. Et alors, c'est assez intéressant de noter que Silae, société de 150 personnes, a été racheté plus cher que Cegid n'avait été racheté, alors que Cegid, ça doit faire au moins 2 ou 3 000 personnes. Mais là, clairement, on voit qu'au niveau du fonds, il y a une stratégie qui se met en place et qu'on va sûrement voir des rapprochements probablement entre Silae et Cegid. Bon, après, la valeur de rachat d'une société, on sait que c'est Las Vegas. Hein. Las Il n'y a Vegas, pas toujours une grande logique. ouais, alors en même temps, c'est le fonds, c'est le même fonds qui a racheté les deux. Et je pense que leur rachat de Silae, c'était quand même assez bien vu. Et même si ça peut paraître cher de l'extérieur, je pense qu'ils ont fait une bonne affaire. Je pense qu'ils ont fait une bonne affaire compte tenu de la dynamique de Silae actuellement sur son marché. C'est Gilles qui avait racheté Meta 4 préalablement. Hein. Donc Exact. on a quand même un marché qui est quand même très resserré. Hein. Et Oui, ensuite, si on parle des SIRH, on va dire des gros SIRH type Cornerstone, Talentsoft, etc., en termes de gestion des talents, on est dans la même dynamique. Hein. Cornerstone qui reste le leader mondial incontesté du domaine et qui a une stratégie très incisive de rachat de solutions, qui vient encore de racheter l'année dernière une solution française dont j'ai perdu le nom, mais ça me reviendra. Et Talentsoft qui, de la même façon, pour développer la partie e-learning, a fait des acquisitions externes. effectivement, c'est une stratégie qui permet d'élargir son offre. Alors, peut-être déjà une remarque, on voit que tous ces acteurs que tu as cités, eux, ils sont pure players SIRH. Ouais, Hein. ouais. Et donc, à partir d'une certaine taille, on voit qu'il y a un choix qui est fait entre paye et SIRH. Donc, on voit qu'ADP est plutôt sur la partie paye, tous ces acteurs sont plutôt sur la partie SIRH. On peut évoquer CGDIM qui est entre les deux, entre CGDIM ou qui est à cheval sur les deux. Mais à nouveau, en tant qu'éditeur, j'ai racheté une fois un logiciel qui avait été créé par un ancien de chez nous, qui avait créé un logiciel qui ressemblait beaucoup à un de nos logiciels, Figo. Donc, on l'a racheté et on a mis pas mal de temps à intégrer la solution, en fait, à basculer ses clients sur notre solution. Ça demande un gros travail, alors que les deux logiciels avaient beaucoup de points communs. Donc, je sais qu'en tant qu'éditeur, si j'avais à racheter un autre éditeur, j'y réfléchirais à deux fois en termes purement produits, parce que pour arriver à intégrer les produits, c'est vraiment des défis extrêmement importants. Ouais. On a ces problématiques d'interface qui peuvent faire aussi basculer d'un point de vue financier un projet. Alors, pour revenir au sujet de la paye,
Est-ce qu'il y a une recommandation en termes de une notion qui dit, bah voilà, si j'ai 50 salariés, il faut que j'externalise. Si j'ai tant de salariés, il faut plutôt que je reste en mode internalisé. Est-ce qu'il y a des ratios comme ça du marché? Peut-être demander à. Il y avait, il y avait, Ouais. il y avait, je dirais, une certaine logique il y a quelques années. Aujourd'hui, moi, j'en trouve plus. C'est-à-dire que la réflexion relative à l'externalisation, elle peut être posée aussi bien dans une TPE que dans une PME, que dans une structure encore un peu plus grande. On le voit hein, sur l'écart type entre nos clients, petits clients ou gros clients. Aujourd'hui, je dirais que ça remonte en effectif. Euh, je veux dire, les entreprises de plus de 50 salariés qui se posent la question de l'externalisation et les entreprises de plus de, allez, entre 500 et 1000, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Alors qu'avant, il y avait un certain frein. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'assez rationnel à ce niveau-là. Parce que moi, j'ai un ratio en tête hein, qui est de dire, grosso modo, en entreprise, un gestionnaire paye peut absorber la production d'environ 300 payes par mois. Non, oui. Ce sont des ratios qui sont incohérents. Ça dépend effectivement de la type. Alors, c'est des choses que l'on voit ressortir et fleurir régulièrement, mais ça dépend vraiment de la typologie de l'entreprise déjà, de son secteur d'activité. Si vous prenez le transport routier ou du Syntec, on n'a pas du tout la même appréhension des dossiers. Et puis surtout, les gains en termes de productivité, si l'information arrive d'une manière sécurisée, propre, eh bien derrière, l'exploitation, elle est beaucoup plus facile. Et puis tout ce que vous pouvez développer autour en termes de process, de contrôle et ainsi de suite, fait que vous pouvez augmenter largement ces ratios. On a fait un Là, on est sur je dirais sur le ratio expertise comptable. C'était vraiment dans ce monde-là qu'on avait ce type de ratio. On s'est posé la question dans le livre blanc d'un point de vue purement financier, en comparant le coût d'un gestionnaire de paye internalisé, le coût si c'est externalisé. Alors, c'est un calcul purement financier, hein, ça ne prend pas en compte le fait que si jamais votre gestionnaire de paye n'est pas là, il va falloir le remplacer. Voilà. Mais d'un point de vue purement financier, on est arrivé au fait que l'externalisation coûte plus cher à partir de 400 personnes à peu près, et que disons qu'à partir de 400 personnes, d'un point de vue purement financier, vous pourriez avoir intérêt à recruter un gestionnaire de paye en interne. Pour ma part, ce n'est pas quelque chose que je conseille, hein, puisque dans ce genre de décision, il ne faut pas juste raisonner de façon purement financière à court terme. Je pense que moi, enfin, je le vois, il y a quand même une lame de fond vers l'externalisation. On sent qu'il y a un vrai souci de sortir de l'isolement sur cette fonction-là. Ça, c'est clair. Effectivement, ce ratio d'un gestionnaire de paye, on trouve sur des structures à 500, 600 salariés, un seul gestionnaire de paye qui détient en fait à lui seul toutes les incidences du Ouais. bon traitement de la paye et du bon paiement des salaires en temps et en heure. Donc, Et tout le savoir du réglementaire. exactement. Et en plus, on sait que le métier de gestionnaire paye est un métier très complexe en matière de recrutement. Il y a assez peu de profils sur le marché disponibles. Je pense que toi-même, Nicolas, enfin, c'est quelque chose de courant. Pour toi, recruter un gestionnaire, c'est plus compliqué que recruter un chargé de recrutement, par exemple. On s'attache beaucoup à définir un certain profil et derrière, on préfère aujourd'hui avoir nos propres process de formation, Ouais. notre propre académie pour accompagner le développement de ces compétences parce qu'effectivement, c'était pas une matière qu'on enseignait initialement. Donc, on a vu fleurir, on a même été à l'origine de la première licence dédiée à ce métier-là il y a une vingtaine d'années. Donc, on voit des cursus fleurir, on voit alors, il y a beaucoup de demandes, donc on voit fleurir plein de petites formations qui sont pas suffisantes. Donc, nous, on s'attache à former en interne et à avoir un vrai cursus de formation
qui entraîne nos collaborateurs vers cette passion de ce métier-là, parce que c'est un métier passionnant si on le prend par le bon côté. La paye, c'est quand même le reflet de l'actualité au jour le jour. Donc, si on arrive à les entraîner avec ces modes d'appréhension de ce métier-là, eh bien, on arrive à les former plus vite, avec pertinence, et puis les faire adhérer à nos process, à notre mode de fonctionnement. Mais effectivement, c'est une denrée rare aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que tu dirais aux gestionnaires de paye en entreprise à qui le DRH lui annonce demain on externalise? C'est quoi l'avenir de son métier? C'est de te rejoindre? Exactement. Mais ça nécessite quand même à ce qu'il se reformate à ces nouvelles méthodes et nouvelles appréhensions de ce métier-là. Ou alors, effectivement, Mais on est d'accord que ce soit chez toi ou en entreprise, la paye aujourd'hui, c'est un métier de service. Même si tu es en interne, tu es prestataire de service tout à fait. interne. C'est Mais je pense que une reconversion vers l'administration RH, si l'entreprise est prête à se structurer à ce niveau-là, serait une bonne reconversion. Après, voilà, j'ai pas trop de solutions concrètes à proposer à nos clients. bon, on arrive à quasiment une petite heure de discussion. Il y a Gilles qui nous dit l'entreprise ne doit pas devenir trop dépendante de son gestionnaire et de sa paye. Effectivement, c'est un des soucis quand on a une équipe paye réduite. Gilles, est-ce que tu veux rajouter quelques mots en conclusion de ce webinaire? Moi, je peux rebondir sur ce qu'a dit Nicolas. Une des choses que j'aime bien chez lui, c'est la passion. Il est passionné de la paye. C'est pas souvent qu'on entend ça, et je trouve que c'est bien. Et moi-même, je suis passionné par les applications de gestion. Alors, ça peut en surprendre aussi certains, mais bon, voilà, c'est un point commun entre Nicolas et moi. On est passionné par des choses qui, généralement, font peur aux gens. Alors, rappelons quand même, parce qu'on ne l'a pas dit explicitement, que vos deux structures travaillent régulièrement ensemble. Tout à l'heure, quelqu'un demandait est-ce que Lucas a prévu d'intégrer une paye? En fait, non. Lucas travaille main dans la main avec Paye et RH Solutions sur des projets liant SIRH et Paye. En fait, on a fait le choix de l'addition des expertises. Et il semble que ce soit effectivement pertinent par rapport à l'offre globale et par rapport à ce que Gilles évoquait tout à l'heure. Est-ce que je fais tout moyennement ou est-ce que j'essaie d'additionner deux expertises pour rendre une prestation extrêmement complète et pertinente? Exactement. Chacun fait son métier le mieux possible. Ça marche. Eh ben, je vous remercie pour cette présentation qui était très claire. Donc là, je vous ai mis un petit slide. Vous pouvez vous rendre sur le site de Lucas ou Paye RH et puis vous avez les numéros de téléphone. Si vous êtes impatient d'acheter une solution SIRH ou d'externaliser votre paye, je vous invite à les contacter. Ils se feront un plaisir de vous répondre et de vous présenter leurs solutions. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci Gilles, merci Nicolas pour cette présentation. Bonne journée.